Lord Nelson est connu pour 4 batailles et je vais présenter les 2 les plus pertinentes d'un point de vue tactique. La bataille de la baie d'Aboukir et Trafalgar. La baie d'Aboukir a eu lieu en 1798, avant que Napoléon ne se soit couronné empereur quand il était parti en Égypte pour essayer de déstabiliser le lien maritime entre la Grande-Bretagne et sa colonie en Inde. Plusieurs mois, Nelson jouait au chat et à la souris avec un convoi transportant l'armée française, et Nelson cherchait désespérément à les capturer avant qu'ils n'arrivent. Il finit par apprendre que Napoléon allait atterrir, ou plutôt amérir, à la baie d'Aboukir, à côté d'Alexandrie, et il prit aussitôt la route pour essayer de les intercepter. Une fois sur place, il constata que l'armée était déjà arrivée, mais leur bateau était encore là. Les Français s'étaient déployés en ligne, face au vent, l'un derrière l'autre, de sorte à complètement fermer l'accès de la baie. Ils se sont même attachés avec des cordes, les uns aux autres, de peur que le vent ou qu'un courant ne leur fasse perdre cette formation. Ils savaient que Nelson viendrait, mais l'attendaient de pied ferme, confiant qu'avec le déploiement choisi, il serait très difficile de les attaquer. Ils n'avaient d'ailleurs pas tort. La plupart des ennemis auraient eu à s'exposer ou à exposer leur premier navire au feu de toute la flotte française en se déployant. En fait, dans cet exemple, le premier à rentrer face aux Français se fait tirer dessus par chacun des navires subséquents avant de trouver sa place pour laisser à ceux derrière lui la possibilité de rentrer, et ainsi de suite. Bon, ça n'allait pas le faire, mais quoi donc ? Il avait envisagé un autre plan, un peu plus safe mais compliqué à déployer, quand d'un coup il a eu l'opportunité d'improviser un peu. Les Français avaient bloqué la baie, notamment à l'ouest, sur la gauche, avec leur chaîne de bateaux, en se disant que le tirant d'eau, ou la profondeur de l'eau, empêcherait les Anglais de se serrer contre la côte. L'idée était qu'un navire de guerre lourd veut à tout prix éviter de s'ensabler, donc il ne va pas trop se rapprocher de la côte. Mais si le premier navire français était lui-même tombé dans ce piège par excès de précaution, est-ce qu'ils n'avaient pas peut-être eux-mêmes laissé trop d'espace entre la côte et la chaîne? C'était l'idée. Donc, à l'approche de la baie, à la vue de ce gap incertain qu'il ne maîtrisait absolument pas, Nelson envoie l'ordre par drapeau que les premiers navires devaient essayer de rentrer dans ce gap. C'est en gros une sorte de doubling, mais par l'avant. Et il passe. Et là, du coup, le déploiement français, qui était solide et réfléchi, devient un immense handicap. Ils avaient positionné tous leurs canons à tribord, sur leur droite, mais voici qu'une colonne les déborde sur la gauche où ils sont complètement vulnérables. Rien. Ils s'étaient attachés pour garder leur ligne une forme disciplinée, mais maintenant cette mesure devient une menotte, d'où ils ne peuvent se détacher rapidement. Pire, ils se sont positionnés face au vent, parce que c'était plus facile en arrivant, complètement oubliant qu'ils auraient peut-être besoin de se tirer en courant. Le résultat est un massacre. Ou une après-midi à la fête foraine du point de vue anglais. Les Anglais se sont donnés à cœur joie contre la moitié des forces françaises, pendant que la deuxième moitié les regardait, impuissante. Quand ils ont terminé avec la première, ils se sont ensuite gentiment attaqués à la deuxième, qui était elle-même aussi en infériorité numérique. On estime entre 2 et 5 000 morts français, probablement plutôt autour de 2 000, et 3 500 prisonniers, contre à peine 218 morts anglais. Les Français se sont vaillamment battus, montrant beaucoup de galanterie comme on disait à l'époque, mais la cause était perdue d'avance. Un des capitaines français, Aubert du Petit Thouars, continua à diriger ses équipes même après 11 heures de combat pendant lesquelles il avait perdu ses 2 jambes et un bras. Il mérite qu'on se souvienne de lui. Ceci dit, sur 13 navires de guerre français, seuls 2 portaient encore le drapeau tricolore le lendemain matin, les autres ayant soit été capturés, soit détruits. Un massacre. Bon, les amis, alors pour Trafalgar, la vérité, je vais un peu tricher. La majorité des créations, la majorité de la production est à moi, mais je vais piquer quelques animations que j'ai trouvées sur YouTube.
Et je m'en excuse, mais de toute façon, tout ça, ça ne me rapporte pas d'argent, donc c'est pas très grave. Alors, Trafalgar. Si Aboukir, c'est la consécration du technicien qu'est Napoléon, Trafalgar, c'est l'apogée du leader militaire et de toute l'institution qu'est la Royal Navy. Un peu de contexte. En 1805, vous pardonnerez mon langage, mais la France et la Grande-Bretagne se tiennent mutuellement par les couilles. Napoléon domine militairement toute l'Europe terrestre et a levé une armée monstrueuse avec pour seul but d'envahir la Grande-Bretagne. En plus, il a forcé l'Espagne à s'allier à lui, démultipliant les ressources navales à sa disposition. Tout ce qui l'empêchait de tout dominer, toute l'Europe, c'était cette île d'irréductibles marins et financiers qui finançaient tous les ennemis de Napoléon, où qu'ils soient, et qui, grâce à leur navy, menaient un embargo sans merci sur les ports français et tout le commerce international. L'Angleterre étant le seul pays à avoir commencé sa révolution industrielle, et avec les marchés financiers les plus avancés, il tiendrait tant qu'il contrôlait les mers et l'accès à leur empire. Ce à quoi Napoléon répond en interdisant à toute l'Europe, sous son emprise, de faire quelques commerces avec les British. Donc, effectivement, chacun tient l'autre par les couilles. Militairement, la France a deux navies. Une à Toulon, en Méditerranée, et l'autre à Brest, sur l'Atlantique. Ensemble, ces deux flottes sont la plus grande force navale au monde, avec jusqu'à 59 navires de guerre de premier ordre à la disposition de Napoléon. Donc l'objectif stratégique de la Grande-Bretagne, depuis plus d'un siècle, est très simple. Empêcher les flottes de Toulon et de Brest de se rencontrer. Idem chez les Espagnols d'ailleurs, qui avaient leur base à Ferrol, Cadiz et Cartagena. Comment les Anglais vont empêcher tout ce beau monde de se réunir? Le blocus. Tel un masque FFP2 sur un port français, la Royal Navy empêche tout de sortir et quoi que ce soit de rentrer. Le port de Brest est bloqué, ainsi que les ports espagnols, et Gibraltar devient un énorme bouchon qui empêche Toulon de quitter la Méditerranée. En 1805, Napoléon donne l'ordre à son amiral Villeneuve de quitter Toulon coûte que coûte et essayer de se faire une échappée par Gibraltar pour rejoindre Brest. Le but est très simple, monter la Manche et protéger les convois d'armées qui traverseraient les quelques 35 km qui séparent la France de l'Angleterre pour manger les Anglais d'une seule bouchée. Je vous épargne le pourquoi du comment. Mais toujours est-il que les Français avaient pour instruction d'aller rallier toutes leurs forces avec les forces espagnoles aux Caraïbes. Pourquoi les Caraïbes? Pour aller provoquer les Anglais en attaquant leur petite colonie là-bas. Dans l'espoir que les navires et la Royal Navy qui faisaient le blocus en Europe et dans la Méditerranée quitteraient son poste et viendraient les chasser aux Caraïbes. Aussi loufoque soit-il, ce plan n'était pas un échec complet. Les Français ont réussi à attaquer des petites îles, ils ont réussi à titiller les Anglais, et ils ont quand même réussi à revenir plus ou moins indemnes de leur côté d'Atlantique. Après avoir 2 fois traversé l'océan en moins de 6 mois, et après avoir parcouru toutes les côtes françaises et les côtes espagnoles, qu'est-ce que fait Villeneuve? Il se planque à Cadiz. Il a peur, mais pas de mourir. Il a peur de prendre un risque et que ça lui pète à la gueule vis-à-vis de Napoléon. Il hésite, il réfléchit, en fait il fait tout sauf se battre, lui qui est pourtant en supériorité numérique, et ce, de loin depuis qu'il a été renforcé par la flotte espagnole. Les Français sont en rapport de force avantageux, et pourtant ils continuent à jouer à cache-cache, alors que tôt ou tard, il faudra sortir et confronter l'ours anglais. Cette confrontation aura finalement lieu le 21 octobre 1805. Villeneuve quitte timidement Cadiz, indécis, un jour sans vent, avec une flotte absolument pas confiante ou convaincue. Il choisit une première formation, puis réalise qu'une partie de ses forces a tardé à sortir du port, donc il change de déploiement, avant de rechanger une 3e fois en voyant Nelson s'approcher. L'hésitation est palpable. Finalement, après une journée en mer, à tourner en rond,
Villeneuve décide de tout simplement revenir à Cadiz. Trop tard. Nelson, lui, par contre, fonce sans hésiter. Et pourtant, sur papier, il prend un risque énorme. 27 navires contre 33 alliés franco-espagnols. 17 000 marins contre 30 000. 2148 canons contre 2568. Quand on dit qu'il est en infériorité numérique, c'est sérieux. En plus, ça fait pratiquement 2 ans que ses effectifs sont en mer, alors que l'ennemi est on ne peut plus reposé. Le risque est réel. Mais une bataille ne se résume pas à une simple affaire de chiffres et de canons. Aussi fatigués soient-ils, les Anglais savent qu'ils sont les meilleurs marins. Ils tirent leur volée 2,5 fois plus vite que les Français. Les Espagnols, khlas, inutile. Et surtout, ils ont la confiance du chasseur qui sait que sa proie essaye d'éviter la confrontation à tout prix. La Révolution a décimé les rangs de la marine française. Tous les nobles ont soit été décapités, soit fui. Et leurs remplaçants n'ont rien encore pratiqué, puisque ça fait 15 ans que les Anglais les gardent cloués au port. Même en infériorité, même au risque de se faire double, Nelson fonce. Côté allié, les franco-espagnols sont en 2 lignes formant une sorte de croissant, bien que ce soit un croissant assez brouillon. Et ceux qui sortent de la ligne doivent faire gaffe de ne pas tirer sur un navire allié par accident. Les Anglais, eux, forment 2 colonnes claires qui vont transpercer la demi-lune en 3. Nelson, à la tête de la première colonne, les perce de sorte à isoler 9 des 24 navires alliés derrière lui. Pendant toute cette approche, qui dure plus d'1 heure, les Anglais se font tirer dessus sans pouvoir répondre. Et ceux à la tête de la lance, comme disait Nelson, ont essuyé le feu de jusqu'à 4 navires, dont un de 130 canons. Ça veut dire que pendant 1 heure, 4 navires tirent sur le navire amiral et ceux derrière lui, sans qu'ils ne puissent répondre. Masahla gher fil fom. Ayant pourtant commencé la bataille en infériorité numérique de moins 6 bateaux, soit 20% de moins que les alliés franco-espagnols, les Anglais utilisent ce déploiement pour commencer le combat avec un avantage temporaire de plus 3 bateaux. En effet, les 9 qui ont été écartés à l'avant de la ligne franco-espagnole doivent faire demi-tour. C'est l'efficacité d'une manœuvre de breaking the line bien exécutée. Ceux qui se retrouvent écartés doivent décider de faire demi-tour alors même qu'ils observent les leurs se faire décimer. Pas facile sur le moral. Ceci dit, la manœuvre a un prix. Passer devant 4 navires sans pouvoir leur tirer dessus coûte cher et Nelson le payera de sa vie. En effet, un sniper ennemi avec son mousqueton lui tire dessus. Quelques heures plus tard, Nelson succombe. Pendant ce temps, il dirigera la bataille de l'infirmerie. Au fur et à mesure que la lance britannique transperce le croissant allié, les navires commencent à se rendre. Le verdict est une humiliation pour les franco-espagnols. Là où ils avaient commencé avec 6 navires et 13 000 marins de plus, ils terminent avec 22 navires perdus et 15 000 marins morts ou capturés. Les Anglais, eux, capturent jusqu'à une douzaine de navires et ne perdent que 458 vies. La victoire est sans appel.